it is not a fast process, and I think that, it will be at least, until next year, until we will have a vaccine, and then we don't know whether, how good this vaccine will be. Perfect. Thank you. Thank you, Dr. Bokor. Herbie? Merci, Darwin. En général, quand je viens, ça va être toujours pour poser des petites questions, ou bien qui fait l'actualité, ou bien un peu difficile. Je vais le lancer et puis je repars. Il y a 4 petites questions dans l'air, parce qu'une émission de Jessica, j'en ai suivi dans le temps, il y a toujours de ces petites questions-là qui font l'actualité. Pour le docteur Ricky Delatour, par exemple en Haïti, je sais que vous suivez la situation, les autorités publiques ont pris la décision de relancer particulièrement l'industrie textile, de faire redémarrer. Donc, la question serait pour Dr. Delatour, comment il voit cet aspect-là et surtout quels seraient les signes d'alerte pour que le gouvernement ou bien fasse marche arrière ou bien avance un petit peu plus rapidement. Donc, l'idée, c'est comment il voit cette décision et comment il voit le futur par rapport à ça. À vous, docteur Delatour, vous êtes sur mute. Oui, c'est bon? Allô? C'est bon. On peut t'attendre, oui. D'accord, oui. Bon, je vais essayer de répondre à la question, Herbie. D'abord, je pense qu'on a réouvert certaines industries, et Patrice pourra me corriger, pour aider dans la production de certains matériels comme les masques et dans un premier temps. Et maintenant, il semble que par la suite, on a réouvert beaucoup plus d'industries. Moi, j'aurais tendance pour le moment à penser, à dire que, écoutez, on avait fermé les industries quand il y avait 2 cas. Maintenant, on réouvre les industries alors qu'on a 72 cas. Donc, je ne comprends pas très bien la logique, sachant que, de ce que j'ai compris, on ne respecte aucune règle véritablement en termes de distanciation sociale, en termes de port de masque, etc. Donc, il y a très, très peu de mesures d'accompagnement qui sont respectées. Et on le comprend dans le contexte d'Haïti, Patrice l'a très bien souligné. Et je comprends difficilement cette stratégie. Je comprends difficilement cette stratégie, tout en sachant qu'il ne faut pas que le remède soit aussi nocif pour le malade que la maladie elle-même. En d'autres termes, il ne faut pas que les conséquences du confinement soient très graves au point de vue économique dans un pays qui est déjà exsangue, qui a très, très peu de ressources. Il faut regarder cet aspect. Donc, par contre, il faudrait que ces réouvertures soient bien analysées en termes de conséquences au point de vue sur les maladies, là. Notamment sur les cas de COVID-19. Parce que, Patrice a souligné, le système de santé est extrêmement faible. Donc, on s'attend, et je pense qu'un expert comme le docteur Pape a souligné qu'on s'attend à énormément de cas en Haïti qui vont dépasser les capacités du système de santé. Or, compte tenu du volume de personnes qui travaillent au niveau de ces factories, de ces usines, je pense que c'est, pour le moment, je trouve que c'est extrêmement risqué, compte tenu du fait que les autres mesures d'accompagnement, les mesures barrières, ne sont pas vraiment adoptées et respectées. Merci, docteur Delatour. Là, je vais revenir à docteur Patrice Joseph. Docteur Patrice Joseph, on voit il y a une pléiade, on dirait même une armée de protocoles de traitement. Et comme là où on est au niveau de notre groupe, on les voit par exemple dans différents pays. Et comme on n'a pas assez de distance, certaines fois, ce n'est pas trop evidence-based, c'est un peu ce que l'un ou les spécialistes pensent. Donc, est-ce que le docteur Patrice Joseph pourrait nous entretenir un petit peu sur le protocole de traitement en Haïti, à quel point on en est, ou par rapport à ce qui est appliqué,
et comment on est arrivé à faire le consensus dans le pays par rapport à tout ce qu'on sait. Over to you, docteur. Très bien. Et un petit peu avant de répondre à ta question, pour compléter la réponse de Ricky, et on est en présence d'un problème où il faut choisir entre résoudre un problème de santé publique et résoudre l'économie. Donc, c'est un dilemme pour tout le monde, pour tous les pays, et Haïti en fait face également. C'est pourquoi, à mon sens, l'État a dû ouvrir des industries textiles, mais j'ai compris également qu'ils ont pris des mesures pour renforcer non seulement la distanciation sociale au niveau des usines, mais également pour obliger chaque artisan, chaque employé à venir avec son masque. Donc, de ce côté-là, il y a eu un renforcement. Quant à la prise en charge, et au niveau mondial, c'est encore un débat. Il y a plusieurs études observationnelles qui se contredisent. Je parle notamment de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, où certains résultats sont probants, d'autres ont démontré le contraire, mais il y a un problème de méthodologie. Les résultats qui sont probants sont utilisés à la phase au début de la maladie, chez les patients encore au stade léger. Mais quand on utilise à un stade plus avancé, on voit que les résultats sont moins évidents. Donc, il faut attendre les études randomisées cliniques et on a hâte d'avoir ces résultats pour tirer une conclusion. Au niveau du pays également, il y a eu ce débat et le protocole national très tôt a priorisé, à favoriser l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et l'azithromycine, on le comprend, qu'il y a un anti-leucine 6, un antiviral, anti-inflammatoire. Et pour l'instant, le plus important, c'est d'arriver à doter le pays pour la prise en charge en oxygène. Comme je vous le disais au début, le pays, au point de vue infrastructure, il y a moins de 8000 lits. Il y a que 3 ou 4 ICU, des soins intensifs. Donc là, on est en train de faire bouchée double. Comment arriver en très peu de temps le pays en un système où on pourra assurer la prise en charge. Car comme on le voit, la courbe en Haïti va très lentement. Et à mon arrivée le 13 mars aux États-Unis, il y avait 0 cas. Et le 19 mars, 2 cas. Et jusqu'à présent, vous voyez que les nombres ont été par unité. Et depuis 2 semaines, depuis 2 jours, c'est par dizaines. Donc, on va aller au cours du mois de mai et juin, on pense qu'on va avoir le pic. Donc là, on est en train de mettre en place au niveau de tous les sites, de tous les systèmes et des sites de santé pour renforcer surtout en oxygène et on essaie de voir comment le pays peut produire son propre oxygène. On ne pourra pas dépendre de l'extérieur, il n'y a pratiquement pas de vol, donc c'est à nous de tout faire et de réussir malgré les difficultés. Merci, docteur Joseph. Je vais demander à Darwin de patienter. J'ai 2 autres petites questions. One for Dr. Bourgeois. I'll come to that. Je vais y aller au docteur Aliou. Juste pour dire, attends, docteur Doronoko, juste pour dire que les gens qui suivent sur Facebook commencent à préparer les questions aussi. Allez-y, docteur Doronoko. Oui, pour docteur Aliou, encore une petite question. Vous travaillez, vous êtes béninois, vous travaillez à Conakry en Guinée et vous avez l'habitude, vous connaissez surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les systèmes de santé sont faibles. On a la situation de Covid et la plupart des programmes dépendent des bailleurs de fonds. On est dans une situation où les bailleurs de fonds aujourd'hui regardent vers l'intérieur, vers chez eux. Donc, la situation n'est pas prometteuse du tout. L'expert en santé publique, comment il voit la suite, docteur Aliou? Merci beaucoup. Votre analyse est exacte. Vous voyez, en Europe et aux États-Unis, les plans d'accompagnement, c'est des milliards de dollars qu'on a injectés dans les mesures d'accompagnement. Mais le FMI n'a pas envoyé les milliards en Afrique. L'institution a juste fait debt relief et l'annulation des dettes.
ça veut dire qu'on dit aux Africains de regarder vraiment les ressources internes. L'Afrique a des compétences et les moyens, pour dire la vérité, pour faire face à cette crise. La mobilisation des ressources internes, ça doit commencer par les États. Les États africains se sont réunis à Abuja depuis des années pour décréter qu'il faut au moins 15% du budget national pour le secteur de la santé. Ça n'a jamais été effectif. Alors, c'est le moment de le démontrer. Il faut qu'il sorte l'argent. Et ce n'est pas seulement les ressources dont on parle, ce n'est pas seulement les États, le secteur privé. Et où sont nos milliardaires? Où sont nos milliardaires? Ce n'est pas seulement dans les infrastructures et dans les grands commerces qu'il faut investir. Il faut aider l'État aussi. Et puis, il faut la solidarité aussi. On a vu dans certains pays, en Guinée par exemple, on a vu le secteur privé aller assumer les repas aux personnes qui sont hospitalisées pour COVID-19. C'est déjà un petit geste. Et puis, il faut vraiment les idées, les innovations locales. Par exemple, on a parlé de cette usine qui fabrique les masques. Oui, en Guinée, on a vu aussi que le pouvoir a quand même rassemblé le groupement des tailleurs pour la confection des masques pour que la population puisse avoir accès à moins de coûts. Donc, vraiment, ça repose, cette pandémie repose à l'Afrique, vraiment, la prioritisation des dépenses de financement de la santé. Et ça ne sera pas seulement les pouvoirs publics. Il faut qu'ils montrent le bon exemple, mais le secteur privé, les bonnes volontés que nous avons et toute la communauté. On ne peut plus compter sur les autres, surtout qu'eux-mêmes, ils sont frappés. L'Europe et les États-Unis, où sont la plupart de nos bailleurs, ils sont frappés par la maladie aussi, plus fortement que nous. Alors, les financements vont être réduits pendant un moment. Donc, c'est le moment vraiment de revenir à de bonnes mobilisations de ressources internes. À vous. Merci, Dr. Aliou. Dr. Darwin, this is my last one. I'm going to hand it back to you, but I want to go to Dr. Bourgeois. The question is going to be, help us understand the vaccine issue. But before going to that, it seems the scientific community is saying it's known that this virus comes from bats. And it was the same for SARS, it's the same for the Middle East respiratory disease, including Ebola somehow. But what we don't know in terms of origin is it a natural one? Is it something that has been is recombinant? It seems that they are trying to do a vaccine, and some really scientific, so many are talking about stuff. I know you follow all that. Help us understand from a vaccine perspective all those points. Over to you, Dr. Bourgeois. Yeah, thank you for this question. So, the virus seems to have, come from a jump between, the animal reservoir and to humans. And it, at this point, what is most likely that it came, from bats. Bats for, several reasons can carry a lot of viruses without being sick, and that's why we sometimes see that, when viruses jump from the animal reservoir to humans, that oftentimes, the carriers are the bats. The sequencing of the virus has shown that, this is highly unlikely that there's anything of manufacturing. This was not a virus that was manufactured in the laboratory. How exactly, the virus, and when exactly the virus first, was, made a human person sick, I don't think we know that exactly, from the outbreak in Wuhan. But it is still the most likely explanation right now that, this was somehow transferred via this kind of, wildlife market and from bats. And there has been concern before that, the bats can carry the coronaviruses, and that, this another spillover from the bats to humans can occur. So, similar to SARS and then
MERS had, the Middle Eastern respiratory virus had a different source, but still, that it was somehow, expected that at some point an event like this will happen again. So for now, there's no proof that this was somehow manufactured, by anybody and based on the sequencing of the virus. What it means, for the vaccine development is that from the previous SARS and the MERS, there is some understanding about, how the virus can enter cells and, what are potentially structures of the virus that can elicit antibodies that then, when they're elicited through a vaccine can protect humans from getting sick. So I think that, helped the insight that we had from these previous coronavirus diseases. Thank you, Dr. Bourgeois. Over to you, Darwin and Jessica. I think Dr. wants to say something too. Herbie? Hello? Something, Dr. Bourgeois, did you say? No, I think Dr. Delatour has a comment, I think. Yeah. Oui, yes. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur la question de l'Afrique qui a été posée au docteur Aya. Et parce que, paradoxalement, je travaille beaucoup plus en Afrique qu'en Haïti. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport sur ce point-là, je pense que effectivement, les pays, dans un premier temps, n'auront pas d'autre choix que de se retourner vers eux-mêmes pour effectivement financer et supporter un certain nombre d'activités. Et il y a deux choses qu'il faut regarder. Il faut non seulement combattre l'épidémie, mais en même temps, donc la pandémie, mais en même temps empêcher au système de collapse, comme on dit, de se désintégrer. Il faut pouvoir maintenir les autres services et ça, c'est un défi extrêmement important. Et ce défi, la façon de le relever, ce n'est pas un élément qui est très courant dans nos pays, mais c'est de renforcer ce partenariat public-privé pour faire en sorte qu'il y ait un seul élément qui prend en charge les cas d'épidémie et les autres pathologies qui vont continuer parce que la pandémie de COVID-19 ne va pas arrêter les autres problèmes de santé, ils vont continuer à influer. Donc, il faut empêcher au système de se désintégrer et ça, je pense que c'est l'une des choses, ce sera un défi majeur au niveau des pays africains et d'un pays comme Haïti. Maintenant, on peut espérer que l'épidémie, on peut être optimiste, en vouloir être optimiste en disant que peut-être que l'épidémie ne sera pas si grave. Pourquoi? Le gros avantage de ces pays, c'est que la population est jeune. Quand on prend un pays comme Haïti, et c'est la même chose qu'on peut retrouver au Bénin ou au Congo, il y a en général 50% de la population à moins de 24 ans, 25 ans. Donc, on ne s'attend pas à avoir des cas très graves dans cette population. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en même temps, on a beaucoup de comorbidités dans cette population qui sont en termes d'hypertension, en termes de diabète, etc. Donc, c'est là qu'il va falloir aussi regarder, et je pense qu'on avait eu cette discussion à un certain moment, Herbie, où il va falloir peut-être faire des choix, accepter qu'il y ait un taux de létalité, laisser faire l'immunité collective et se focaliser sur les plus vulnérables. Et quand je dis plus vulnérables, aller très loin, c'est-à-dire que se focaliser sur les plus de 65 ans avec comorbidité. Donc, ça permettrait de cerner ces gens-là et d'éviter un taux de létalité très élevé. Mais les stratégies varient en fonction des pays et en fonction de leurs moyens. C'est correct. C'est un excellent point, docteur Delatour. Et toujours me basant sur on attend d'avoir des questions sur Facebook et on va continuer à la même lancée. Et je me retourne vers le docteur Aya. On a parlé de participation du secteur privé et vous avez lancé un cri du cœur en disant où sont nos millionnaires, docteur Ali Aya. Donc, vous êtes aussi un spécialiste du système de santé. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière pragmatique pour ajuster et rendre plus effective la réponse au COVID-19
mais surtout dans une perspective de post-Covid. C'est-à-dire, nous avons la Covid, c'est vrai, mais et l'après-Covid, ou bien durant le Covid. Comment, de manière pragmatique, quel serait l'élément selon vous qu'il faudrait actuellement ajuster pour améliorer ça? Merci beaucoup. Je crois qu'on venait de parler bientôt de la mobilisation des ressources, parce que la plupart de ces pays-là ont mis en œuvre des plans de riposte et même de post-riposte à la pandémie, mais ça a un coût. Quand on a réglé ce problème, sur le plan technique, les stratégies ne manquent pas et comme Dr Delatour a dit, c'est la priorité actuellement. Moi, je gère les fonds du Fonds mondial. Dès que l'épidémie a commencé, ils ne sont pas un fonds d'urgence. C'est contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais ils ont annoncé jusqu'à $1 milliard des fonds pour pouvoir vraiment assurer que ces 3 maladies-là, leur diagnostic et leur prise en charge continue. Sinon, à un moment donné, on va avoir beaucoup de cas de paludisme, du VIH, de tuberculose et autres maladies qui vont même faire oublier le COVID. Donc, sur ces plans-là, on doit maintenir ces choses. Mais en général, je crois que les ajustements actuellement, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Comme je reviens et je dis toujours, l'Afrique a les moyens et les compétences et les bailleurs traditionnels ne vont pas nous lâcher. La Banque mondiale, le Fonds mondial, la BID, le gouvernement américain, ils ont des problèmes, mais ils continuent toujours d'aider l'Afrique. Mais la gouvernance, c'est très important. Il faut la transparence. Ces fonds-là même, il faut les gérer avec la transparence. Si ça disparaît, comme on a vu dans d'autres ripostes, les pays ils vont arrêter. On ne va pas atteindre les résultats. Donc, il faut vraiment cette transparence. Il faut la communication, la bonne communication. La communication non politisée. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faut que la communication en matière de riposte soit vraiment canalisée au niveau central. Il faudrait que ceux qui parlent, vraiment, il faut qu'ils s'adressent à toute la population en général, ne pas politiser et donner vraiment la confiance à ces populations-là, de les écouter. Il faut que nous-mêmes, dans ces communications-là, nous changions nos comportements. Nous pensons toujours que c'est la population qui ne connaît pas et que nous connaissons. Non. Les chercheurs, ils doivent changer de comportement, ne pas publier des choses qui donnent des confusions à la population. Les politiciens, il faut qu'ils canalisent leur communication. Donc, il faut une communication transparente pour que la population sache ce qu'il doit faire. Il faut vraiment des innovations locales. Actuellement, au Togo, les jeunes ont commencé par fabriquer les respirateurs. Les gens fabriquent les masques, d'autres fabriquent d'autres choses. Il faut vraiment trouver des solutions locales à cette crise. Et actuellement aussi, je dirais qu'après tout, nous avons un ennemi commun. Ces pays de l'Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara en général, c'est des pays où la politique a divisé la population. La population ne peut pas être divisée et on va réussir une lutte. Donc, les gouvernants, les leaders religieux, il faut que tout le monde soit impliqué pour qu'on attaque vraiment cet ennemi-là. Maintenant, après la riposte, je crois qu'on a beaucoup d'expérience à gagner dedans. La riposte à Ebola et autres. L'Afrique est habituée à gérer des épidémies. Nous sommes expérimentés. Il faut conserver vraiment les bonnes habitudes. Je crois que le lavage de la main, ça va rester toujours. Et ça règle beaucoup de problèmes. Il faut continuer le financement. Maintenant, on sait que l'épidémie, quand ça va arriver, ce n'est pas seulement l'Afrique, ça va attaquer les pays donateurs. Donc, la culture de la mobilisation interne, après, il faut que ça reste, il faut que la santé communautaire aussi soit renforcée parce que la prévention des endémies, ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est dans la communauté. Il faut que nos communautés soient préparées. Ce n'est pas pendant la crise qu'on développe un plan de communication. Il faut un plan de communication de routine qui est réactivé pendant l'épidémie. Donc, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage pour l'Afrique, mais ces ajustements-là, la mobilisation interne, les plans intégrés, la prise en charge, la continuation des services et des autres maladies qui existaient avant, la communication transparente et l'unité
de la nation. Et puis les plans interpays aussi. Ce n'est pas un seul pays. Le Bénin a son plan, le Burkina Faso a son plan, le Nigeria a son plan. Non, même si on fait le confinement, chaque population là sont ensemble. Il faut vraiment une stratégie intégrée. Et bien sûr, après cette crise, de bonne manière, il faut que ça reste. À vous. Merci beaucoup, Dr. Ali Ayaba. Et je vais, d'entrée du jeu aussi, faire la transition pour demander au Dr. Delatour, étant donné aussi qu'il a parlé de qui joue à pivot aussi avec l'Afrique et Haïti. Donc, pendant que le Dr. Ali Ayaba a parlé de communication, de transparence, et toujours dans la même rubrique pour le changement de comportement, comment pensez-vous que dans cette rubrique, en pensant à post-COVID-19, comment pensez-vous qu'on peut avoir une communication efficiente, effective dans le cadre de changement de comportement avec la population, particulièrement dans le cadre d'Haïti? Je sais que le Dr. Patrick Joseph pourra en dire long, mais je commence avec le Dr. Delatour et ensuite, Jessica, tu pourras nous passer nos amis de Facebook. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de la communication. Tu as mis le focus sur la communication. Est-ce que tu peux... Je n'ai pas très bien saisi la question. Ce sont surtout parce que le docteur Ali Ayaba a parlé de communication et de transparence aussi. Mais je sais qu'à bien des égards, il y a beaucoup de similitudes pour les pays d'Afrique et en Haïti. Mais toujours, comment s'assurer que, d'un point de vue santé publique, que la communication sera efficace et efficiente et pour arriver vers la population? Comme le dit si bien créole, comment on a fait pour pas causer à atterrir de manière pragmatique, parce qu'on a parlé de communication, de transparence, mais comment on a fait arriver sous mon vraiment vrai, particulièrement dans le cadre d'Haïti où les gens des fois politisent tout, et aussi où des fois peut-être que le récepteur ne comprend pas ce que vraiment dit l'émetteur. Ok, bon, Patrice, j'espère que tu pourras venir à ma rescousse par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance à... Moi, ce que j'ai observé, c'est que il y a eu énormément d'efforts de fait en termes de communication pour avoir un langage clair en Haïti à travers une équipe de communication et faire pénétrer la communication à tous les niveaux, jusqu'au niveau de la périphérie la plus éloignée. Par contre, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le message n'était pas adapté ou un problème d'éducation de la population? Il y a eu des réactions violentes par rapport à certains messages et par rapport à certaines décisions. Donc, je pense qu'ils auraient dû impliquer un certain nombre de communicateurs professionnels et aussi faire des enquêtes au point de vue socio-anthropologique pour comprendre comment passer les messages au niveau d'Haïti. Et parce que j'ai entendu des réactions par rapport à des messages qui étaient extrêmement difficiles à comprendre. Les gens vous disaient que la maladie n'existe pas, c'est de la politique, etc. Il y a aussi un problème de confiance de la population par rapport aux décideurs et à ceux qui passent les messages aussi. Donc, il faut regarder de ce côté. Maintenant, la population a aussi une réaction qui a été très violente au début. Je ne sais pas comment ça a évolué, Patrice pourra le dire, par rapport aux malades même de la maladie, et aux malades du Covid-19, excusez-moi, de la Covid-19. Et à un certain moment, ils ont voulu aller faire violence sur un certain nombre de personnes qui étaient suspectes, qui n'avaient pas encore de cas confirmés. Donc, effectivement, il y a un problème de communication et j'avoue un petit peu comment dirais-je, mes limitations par rapport à quelle est la meilleure façon, la meilleure stratégie de le faire. Je ne sais pas si Patrice a des informations à ce sujet et qu'il pourrait partager compte tenu du fait qu'il est sur le terrain et en termes de communication. Oui, je pense que tu as très bien esquissé le problème et je voudrais ajouter que déjà en Haïti, on avait un problème de confiance du gouvernement. N'oubliez pas que l'année dernière, le pays est resté lock toute l'année et particulièrement pendant 3 mois, de septembre à novembre, où il y avait eu des manifestations chaque jour dans les rues, où le pays est devenu plus appauvri actuellement. Et $1 américain, c'est 100 gouttes. C'est la première fois qu'on atteint ce degré d'approvisionnement où on risque une crise humanitaire, où les gens sont vraiment affamés. Donc, la communication est clé et il faut trouver les bons messages
dans ce contexte de perte de confiance, de méfiance. Il faut trouver les bons messages, surtout par rapport à la stigmatisation. Et je peux vous dire que beaucoup de patients hésitent à aller se faire dépister parce que s'ils trouvaient positif, non seulement ils peuvent être larisés, mais également, surtout, subir la colère des voisins. Et on a eu l'expérience d'un point d'isolement qui avait été attaqué par des riverains. Donc, tout ceci doit être mis en contexte et pour arriver à une riposte, il y a un comité d'experts en communication qui a préparé un document à lire qui est très bien fait. Maintenant, il faut le mettre en application, il faut le financement. Il faut le financement pour le faire et on va utiliser surtout les médias. Les médias seront de très grande utilité. Il y a les médias publics et privés. Tout le monde va s'y mettre. Mais il faut arriver jusqu'aux confins des zones rurales où vraiment le message n'est pas encore arrivé. Et n'oubliez pas qu'on a notre culture à nous. Et il y a également les raras. Les raras sont les fêtes qui se font en province et surtout dans la PAC. Et on a vu, malgré les recommandations du ministère, les gens danser ensemble et ne comprenant pas l'importance et beaucoup nient l'existence de la maladie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je crois que la communication est le premier point par lequel il faut commencer en Haïti. Jessica? Allô, Jessica? Oui. Excusez. Alors, on dit tout le monde qui a suivi l'émission. Hein. Je connais d'habitude que nous toujours faisons l'émission en français, mais je dis, nous tellement des invités qui parlent l'émission à suivre là déjà, nous que lire en français, en anglais. Et bien, moi-même, je pense que l'idée, c'est pour les gens qui parlent français, anglais, ou bien les gens qui ont des questions pour poser, pas parce que nous, moi, là, je ne vais pas participer, c'est parce que je vais envoyer un message. Plus que moi, j'ai des gens qui partager l'émission, plus que nous élargir connaissance de ça, médecin va partager avec nous. C'est peut-être ça fait que moi-même, c'est dans la partie technique, là, pour capable envoyer un message à tout le monde. Et si nous, toutefois, que nous avons des questions, pas oublier taper questions, parce que nous avons des médiateurs qui prennent des questions pour distribuer aux médecins. Alors, on a dit tout le monde, merci que suivez l'émission parce que nous pensons que c'est important en pile. Et nous avons dit, partagez dans la page parce que plus de monde qui a information, eh bien, c'est plus de monde que nous sommes capables d'aider dans la maladie, épidémie et coronavirus. C'est ça que nous dit. Darren? Okay. So now, we would like to, I know that we talk a lot about COVID-19, about updates, about where we are currently, but moving forward now, we know that everybody thinks about that vaccine will solve everything. Am I right, Dr. Buckwell? But do you think that, and I think that you did mention that, but do you think really that companies have sufficient data to start the quest for an efficient and effective vaccine? This is the first one. And the second one, as a clinician with infectious disease background, currently from a pragmatic perspective, what do you see as solution now? Effective vaccine, this is the first one. And the second one, as a clinician. So maybe I answer the second question first. So I think that the vaccine, since the vaccine will take some time to develop, right? And then also maybe we have one vaccine, maybe hopefully we may have more than one vaccine, because obviously, production of the vaccine will also, take a lot of resources in the, the many doses that would be requested for this vaccine, because the disease affects every country right now, right? So we would have to have many millions and millions of doses, and oftentimes vaccine production takes a lot of resources and is complicated. You need to have specialized manufacturing plants, and not every vaccine can be easily produced on a very large scale. So all of these are obviously consideration also with when even a vaccine is there, how many doses can be produced, how fast,
So hopefully there will be more than one vaccine that is successful. And, then there are different companies who can produce, the doses of their vaccine, to distribute to the public. I think for now, it is not easy to, address this situation. And I think that we need to continue to practice social distancing as much as possible, and follow the advice of the respective, health authorities. And, then see how, slowly how we can go back to, for example, opening businesses or opening schools again, with a close monitoring of the cases, that would occur after that happens. I think that, for example, my home country, Germany, has had in general a good approach to the pandemic, even though, they had a relatively large number of people infected, they did not have as many deaths as other countries had. And what happened in Germany first was that they started to test, for the disease, for the virus, for the disease early, and, relatively widespread. And then did also contact tracing, when they identified a case, and then, asked those people to stay in quarantine for some time. And now Germany is opening business and schools, on a limited basis, but also conducts, the antibody surveillance, the serologic surveillance to see, how many people are infected. And I think that, that this is the, approach, that probably, all countries, at least, those countries that are heavily affected so far, have to take. And we can also learn, obviously, from, some of the Asian countries that had, much lower cases than, for example, the United States, right? So I think for now, we will have to somehow manage with a very careful approach that, keeps close surveillance of the cases, where they occur, who has been in contact with cases. And I think that will be with us for probably the next year or longer, right? Because once we don't pay attention anymore, there would be always the risk that, the disease comes back, be it in the winter months or, whenever we lose sight of this. So I think that this will stay with us for some time, and we need to pay attention, and we need to just, really follow, the advice of public health officials and specialists right now. Thank you. Nous allons pratiquement arriver à la fin de notre émission, mais la question pour vous tous et toutes ici présents est est-ce que vous voyez déjà le bout du tunnel? Donc, je laisse cette question en arrière-garde comme tout dernier, mais pendant que le docteur Bocco était justement en train de parler, donc cette question m'est venue. Est-ce que c'est parce que l'Allemagne, c'est le système de santé qui est différent? Est-ce que c'est parce que le système gouvernemental est différent? Ou bien la politique de santé est différente? Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait copier, est-ce qu'on pourrait copier certains aspects de la réponse de l'Allemagne pour adapter ça à Haïti, à Canada, à Afrique de l'Ouest, pour pouvoir avancer? Est-ce que, alors, c'était pas prévu peut-être dans la question, mais pendant que le docteur Bocco a parlé de l'Allemagne, qui a vraiment bien répondu, est-ce que vous autres, en tant que spécialistes du système de santé, vous, le docteur Joseph, en tant que responsable aussi de clinique, tout ça, comment vous voyez ça? Alors, je passe la parole d'abord à Dr Ayaba, rapidement, 1 minute, Dr De La Tour et puis Dr Joseph, tour à tour. Est-ce que vous pensez qu'avec, je sais que vous suivez la situation, avec l'Allemagne, quel serait l'aspect peut-être qu'on pourrait faire un copy-paste, mais un copy-paste ajusté?
OK, je crois que nous sommes toujours en train d'apprendre sur ce virus, sur cette pandémie. Et même l'Allemagne, ils n'ont pas encore 0 cas. Et la Chine, même où ça a commencé, Wuhan s'est maîtrisé, mais ça s'allume encore dans d'autres parties de la Chine. Donc, nous sommes dans un apprentissage continu, ce qui est sûr. Mais la science de la riposte aux endémies, c'est connu. Et ce n'est pas la première fois. Donc, il va y avoir des tâtonnements au début, mais les principes restent les mêmes. Et ces principes, nous en avons discuté lors de cette émission. D'abord, c'est le baseline. C'est le baseline. Ça dépend de où vous êtes parti. Si vous avez un système de santé défaillant, où vraiment les gens n'ont pas accès aux soins de santé, où il y a beaucoup de disparités, où il y a beaucoup de maladies sous-jacentes, n'importe quelle pandémie qui vient, ça va faire des ravages. Maintenant, ça, c'est le baseline, la réponse. L'organisation de la réponse, on a discuté de beaucoup de facteurs. Et quand on lit vraiment dans la presse aussi, ces bonnes pratiques se sont retrouvées en Allemagne, hein, la transparence, la mobilisation des ressources, la bonne communication, vraiment, et la confiance de tout un peuple à ses dirigeants, c'est des facteurs génériques, à mon avis, qu'il faut toujours mettre. On ne sait pas ce que demain sera, mais quand ça arrive, il faut toujours ces bonnes pratiques, sinon c'est la catastrophe. Maintenant, le bout du tunnel, le COVID-19, et ça ressemble à d'autres virus, le virus du MERS ou du SARS. Ils viennent et puis on arrive à les maîtriser au fil du temps. Donc, il faut toujours rester optimiste et que chacun contribue avec ce qu'il doit faire. À vous. Docteur de la Tour? Donc, il faut toujours rester en mute, vous êtes sur mute. D'accord, merci. Écoute, moi, j'aurais tendance à te dire que... C'est bon? Oui. J'aurais tendance à te dire que la situation au Canada, je ne vais pas dire presque identique, mais ce sont les mêmes stratégies qui ont été utilisées au Canada que celles qui étaient en Allemagne, au point de vue à commencer à faire des tests très tôt, augmenter le nombre de tests, faire un suivi des contacts et les mesures de distanciation, de confinement. Écoute, le pays est confiné, disons, à 90%. Le problème est comme j'ai dit, le Canada est à peu près 36 à 38 millions d'habitants. Le Québec, c'est 8 millions d'habitants. Et le Québec représente la moitié des cas au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a la ville de Montréal qui est une ville cosmopolite, qui est une ville... Et il y a eu les vacances scolaires qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de rassemblements. Donc, ce qui a favorisé la multiplication des cas. Et il y a aussi les maisons où on retrouve des personnes d'un certain âge qui sont regroupées. Ça devient donc, une fois que l'épidémie rentre dans cette structure fragile, eh bien, elle a explosé. Tu vois? Donc, mais si on prend le Canada en lui-même, il y a 40 000 cas au Canada et à peu près 2000 décès en général. Tu vois? Donc, ce qui n'est pas, et on ne va pas comparer ça avec ce qui se passe, par exemple, dans l'État de New York. Tu vois? Donc, la situation est relativement bien contrôlée au Canada. Il faut dire qu'il y a eu une très bonne articulation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Il y a eu des interconnexions entre les provinces pour se passer du matériel. Donc, je pense que le modèle canadien a relativement bien fonctionné en dehors de la problématique des CHSLD qui pose problème. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de solution complète. Ils sont en train de travailler. Mais je devrais dire que le Canada ne s'en sort pas très mal. Ils ont réussi à contrôler et à gérer plus ou moins l'épidémie. OK. Alors, je sais que Patrice, tu as couru ta bonne réponse, mais Jessica, on a une question? Oui, bon, je connais que vous avez un pile monde que je connais qui est victime de maladie virus et coronavirus là, mais question que moi gagne, c'est le fait que un pile monde a dit que le symptôme est différent. Est-ce que
y a capable on leur pour dire que bon OK d'accord mais qui symptôme depuis ouais mon a senti symptôme ça est-ce que c'est ça qui capable de représenter que connaît que bon c'est le virus là que yo gagne avant même que yo apprend test ou bien propager en pile tout dans eux même parce que en pile monde n'importe qui grippe yo dit que c'est maladie yo gagne mais est-ce que nous connaît différents l'autre symptômes que coronavirus en vient avec ou bien est-ce que nous ca énumérer quantité de symptômes et coronavirus en vient avec so far. Et qu'est-ce qui répond à une question ça, docteur Patrick Joseph? Comme tu as dit, non, que le coronavirus, là, il a un syndrome grippal, c'est-à-dire que pas de symptômes qui vont spécifiques avec le coronavirus, là. Et le plus souvent, c'est remarqué la fièvre, quand il y a une tête fait mal. Et il y a une compliqué avec un soufflement, mal pour respirer. Et des complications qui sont plus graves parce que les cas attaquent non seulement le système nerveux, nous avons le monde qui perd dans le goût, il va prendre sang tout, il va attaquer le cœur, il va attaquer le système rénal. Donc, le fait que le corps humain n'est pas habitué avec le virus, c'est que il y a des symptômes, mais qui ne sont pas vraiment spécifiques. Genre, il n'est pas pathognomonique, pas rien qui est spécifique avec la maladie. Une question qui préoccupe, c'est que le virus va aller par vague. J'en ça, il va diminuer, mais puis devant, il va le tourner encore. Et au point de vue immunité, c'est-à-dire qui gens corps défend lui, nous t'espérer que tu as plus de monde qui infecté, mais qui pas grand pile symptômes et puis qui viennent développer anticorps. Anticorps, c'est des protéines que quoi fabriquer pour défendre quoi si microbe a tourné. Mais malheureusement, il remarque que par exemple en Europe, c'est seulement 2 à 14% de monde qui développe anticorps ça. Donc, monde ça est relativement protégé, mais nous ne connaissons pas pour combien de temps il est protégé. Donc, sur nos maladies, en plus, le monde n'a pas prendre, donc tout le monde n'a pas prendre sur maladie. Donc, et la plus importante, c'est précaution. Respecter mesures. Mettez la caille, nous, si nous sommes capables. Nous ne pas oublier de sortir. Pas sortir. En Haïti, ça nous vraiment encouragé, c'est à faire de masque, parce que les gens sont obligés de sortir, c'est au jour le jour qu'ils vivent. Et puis, lavage des mains systématiquement, c'est toute mesure que la santé publique met en pratique. Merci. Donc, je sais que maintenant, nous arrivons dans notre journée et nous avons fait un rapide tour de table. Et ladies first, so we are at the end. So we are going to go through each of our intervenants, chacun de nos intervenantes. Et ce serait quoi the takeaway? What is the last word for today, Dr. Bockwell, starting with you? According to you, what will be for today? What is your takeaway? What would be your last advice for today? Oh, you're mute. First of all, thank you to all for organizing this. I think it's important that, you know, we inform everybody and we, you know, like infectious diseases experts, public health experts are, you know, available for questions and for information. I think that's very helpful. Second, obviously, I hope that, you know, the vaccines that are now being tested will be shown to be safe and, you know, effective, and that, you know, we can bring them to the public and people as soon as possible. And I hope that until then, you know, we have good leadership that can advise us and, you know, somehow balance in this extremely difficult situation, you know, all the different factors from, you know, protecting lives and protecting from people to, you know, catch the virus, to also, you know, balancing obviously the economic impact, you know, that many people feel, and you know, that eventually the world will work together and we will find a path also to be somehow better prepared in the future for, you know, a virus pandemic like this, which may happen again. It happened in the past, it will probably happen again. So I think hopefully we can
work, every country, everybody together to be better prepared. Thank you, Dr. Well. Et Dr. Aliou Ayaba, votre mot de la fin? Merci beaucoup. Je vais vous remercier aussi, Darwin, Jessica et Dr. Herbie, pour avoir organisé ça. C'est notre petite contribution à l'information, parce que l'information, la communication, c'est très important en ces temps-ci. On ne peut que souhaiter le meilleur et que chaque communauté, chaque pays suive vraiment ce qui est possible, ce qui est bonne pratique actuellement, afin que le monde puisse contrôler la pandémie. Et finalement, je dirais que la communauté internationale s'est trompée pendant 100 ans. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, on s'est préparé à la riposte à une Troisième Guerre mondiale. Donc, toutes les ressources de la Terre, c'était dans l'armement, les avions de combat, les chars, les ammunitions, et tout ça. Et puis, c'est un petit virus qui est arrivé. Donc, c'est la guerre contre le virus maintenant. Je crois qu'on ne fera plus ces erreurs-là et je souhaite que nos enfants et nos petits-enfants ne fassent plus cette erreur-là. Il faudrait maintenant... Bon, il y a des gens comme Bill Gates qui avaient prédit ça. Ce n'est pas un prophète, mais il avait démontré que notre prochaine Troisième Guerre mondiale, c'était ça et c'est arrivé. Donc, après tout ceci, il faut qu'on ait des systèmes de santé efficaces. Je répète que quand la crise arrive, la solidité du système de santé, c'est ça qui fait la réussite. Merci. Merci, Dr. Aliou Ayaba. Eh bien, il y a Dr. Delatour, ou même d'abord, et puis ensuite, participer nous-mêmes. Donc, ou même Dr. Delatour, qui soit capable de dire à mon capitaine de nous, cap parler. C'est qui ça qui m'a de la fin pour là pour aujourd'hui? Bon, d'abord, pour commencer, dire merci. Merci pour l'invitation que nous avons fait pour participer dans la réunion. Et mot de la fin, abrité au mot de la fin d'espoir, comme tu as dit, pour dans le cas Haïti en particulier, et même les pays de l'Afrique, tout, et vous pensez que au fait pour pandémie, ça, quand on a une opportunité pour construire le système santé européen. Vous comprenez, notamment de capacité pour faire surveillance épidémiologique, renforcer capacité diagnostique, parce que c'est très difficile. Mettez en place des structures. D'accord, en Haïti, on met en place un comité, mais quand on structure permanente, en Haïti, nous commençons à réfléchir à Santa parler d'un institut de santé publique qui prend organiser riposte et permettre de nous réagir plus rapidement, trouver une bonne stratégie qui est adaptée à la réalité nous. Et ensuite, parce que Haïti a des possibilités pour joindre, d'après ce calcul, à peu près 300 millions de dollars pour répondre ça. Donc, utiliser la donne pour renforcer le système de Jamdia et continuer d'autres éléments, par exemple. Et partenariat public-privé que je parlais, non seulement au niveau du système de santé, mais faire en sorte que ou une bonne articulation à structure privée qui fournit soins, à structure publique qui fournit soins pour être capable de réponse complémentaire qui a venir. Parce que je n'ai pas senti ça là. Et en dernier lieu, qui montrait que nous avons noté là, c'est que dans des pays comme Haïti encore, nous avons un déficit dans les ressources humaines, Patrice souligne, mais des ressources, même des ressources intermédiaires dans le système de santé. Par exemple, les gens qui peuvent manipuler l'oxygénothérapie, les gens qui peuvent manipuler le respirateur, ils sont obligés de son anesthésiste qui fait d'autres tâches beaucoup plus complexes. Il y a des ressources intermédiaires, des techniciens en thérapie respiratoire, ça va des inhalothérapeutes au Canada, qui sont en formation plus courte. Et bien, les gens fonction ça est capable et ils sont capables de former les gens dans la catégorie ça, former les gens dans les soins intensifs, former les gens aussi et ça des techniciens biomédicaux qui peuvent faire entretien appareil que nous achetons, parce que pour entretenir et réparer aux besoins. Donc, je pense que vraiment opportunité ça, faut que nous saisir en Haïti pour prochaine réponse qui est beaucoup plus rapide et plus efficace parce que le système de santé a plus fort. Merci en fait. Et Dr. Patrick Joseph? Et à finir avec 3 éléments, je pense que le problème du COVID-19 est un exemple, est un modèle qui montre clairement comment un problème mondial peut agir ou avoir un effet sur tout un chacun. Donc,
là, il faut penser globalement, mais agir localement. Deuxième niveau, c'est les menaces, non seulement pour les systèmes qui sont forts, on parle que les systèmes de santé européens, globalement, mais américains, subissent comme un système de santé pauvre, Haïti va subir. Donc, c'est une opportunité pour Haïti de faire boucher double. Ce qu'on n'avait pas fait pendant 200 ans, il faudra qu'avec ces fonds qui arriveront, on puisse améliorer et avoir un système qui soit beaucoup plus performant. Chose comme la média, tout le monde, c'est responsabiliser chaque monde. Parce que nous remarquons que on est un monde qui a fait, qui a agi sur toute planète là. Donc, nous toujours penser que c'est le fait que nous pour contre nous, nous pas pour contre nous. Au contraire, nous voyons que tout pays est attaqué et chaque monde pour respecter les signaux, c'est-à-dire porter masque tout le temps, pas sortir, si pas besoin de sortir, rester là pendant que la crise a beaucoup passé, laver les mains avec savon et puis penser que pour avoir un lieu d'espoir, parce que tout ces gens qui parlent ça, ils viennent, ils peuvent aller. Mais le monde a changé, on doit s'adapter pour vivre une autre vie. Merci beaucoup, Dr. Patrick Joseph, Dr. et de la Tour, Dr. Aliou Ayaba et Dr. Bokol, Dr. Douinoko. Et tes mots de la fin? Moi-même, mot de la fin, c'est surtout utilisé pour me remercier différents intervenants, surtout qualité intervention. Donc, m'a dit docteur de la Tour, merci. M'a dit docteur Patrick Joseph, merci. Nous connaissons de la quantité pour nous quitter ça n'a fait pour nous bailler, pour nous partager ça nous connaît avec la population. M'a dit nous merci. Le temps aussi pour dire merci au docteur Aliou Ayaba, non seulement pour le travail qu'il fait, mais qu'il va continuer à faire. Dr. Bushwell, thank you for your work. I know that it takes some aspects to leave whatever what you're doing aside to be with us, and thank you for that. Mon pam c'est mot d'espoir et pas pour dire même parce que différents points où nous soulignons c'est ça. Donc nous faisons pour nous un futur qui est différent de ça qu'on vivre aujourd'hui. Pas qu'à fermer, ça me pas dit Jessica, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité de débat pour nous inviter différents experts et partager avec le public. En général, on connaît que Choyo gagne différents sur d'autres aspects monter, décider de focuser sur Covid pour bailler en public ou vivre de l'autre aspect tout. Moi, je vais remettre tout à Darwin, mais il faut me dire merci à Darwin tout, avant de remettre à Darwin et à Jessica pour en temps de préparation. Et je pense que nous avons bien l'occasion, nous tous ensemble, dans l'autre domaine, dans l'autre forum. Merci à Darwin, mais il faut me dire merci à Darwin tout, avant de remettre à Darwin. Jessica, faites pour. Jessica, faites pour. Ok, comme nous connaissons que moi, c'est une partie technique là, moi, jeudi. Et puis, je dis merci avec tout le panel qui était là jeudi, qui était accepté l'invitation, qui mettait ensemble pour nous faire que vous mettez une émission aussi extraordinaire comme ça pour la communauté internationale, parce que ce n'est pas seulement le monde qui a regardé Haïti, c'est le monde qui a regardé un peu partout dans le monde. Et je dis tout le monde qui était assisté, qui participait dans l'émission en théâtre, que sur Facebook, qui était ensemble avec nous. Je dis merci en pile que vous avez accepté recevoir nous jeudi dans temps ça pour nous parler de maladies pandémiques qui ont ravagé le monde. Nous connaissons nous-mêmes qui avons regardé l'émission là. Nous gagnons un monde qui est affecté par le coronavirus. Alors, c'est peut-être ça que je pense que les bons est nécessaire pour nous être capable de faire partager informations parce que il y a pile différentes informations sur les réseaux sociaux, tandis que en pile monde a confusion parce que par contre qui ça. Et m'a dit une fois de plus merci en pile à tout panel là et puis n'a dit mon yo que n'a travail pour nous porter l'autre émission similaire pour yo et franchement on pas suspendre merci Darwin, docteur Douinoko, docteur Patrick, et puis m'a dit docteur Henri Darantou, merci, docteur Aliouba, merci en pile,
And Dr. Botchwald, thank you so much for being there and help me to make this show successful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci en pile. Merci. Thank you. Nous tout mettre fin à l'émission, Jessica. Bon, d'après dit que on a fini dans l'émission et on a dit tout le monde qui n'a pas de chance pour te poser des questions, bien, ce sera une prochaine fois. Et puis on a dit et tout le monde que n'allait retourner une fois encore pour notre émission beaucoup plus intéressante. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Ouais.